Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux sur le sujet du Zero Trust. On en est ravis. Alors, je m'appelle Caroline Moulin-Schwartz, je suis déléguée technique du CRIP. Je travaille entre autres sur les sujets du Zero Trust dans mes groupes de travail que j'anime. Et cet après-midi, j'espère vous retrouver à 15h30 pour parler de remédiation. On va d'abord commencer par parler de défense en profondeur, et puis cet après-midi de remédiation qui est aussi un sujet assez complexe. Alors, avant de vous présenter mes invités, j'aimerais savoir si vous avez déjà entamé une démarche de Zero Trust. Est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle? Ça nous permettra aussi de comprendre un petit peu le profil et qui vous êtes. 1, 2, 3. Qui a entamé une démarche Zero Trust? D'accord, merci beaucoup. Alors, le but de cette table ronde est de vraiment vous donner des clés de compréhension. On va revenir dans une première partie sur le concept, la philosophie, la méthodologie, dans une deuxième partie. En troisième partie, vraiment revenir sur des cas d'usage pour que vous repartiez vraiment avec des clés pratico-pratiques sur cette philosophie du Zero Trust. Alors, je vais vous présenter mes invités que je remercie, messieurs, d'avoir si bien travaillé cette table ronde avec moi. Alors d'abord, Christophe Vanier. Christophe, vous êtes le CISO de Carrefour Banque depuis 2018. Vous êtes membre du CESIN. Et votre mantra, c'est de ne faire jamais confiance et de toujours tout vérifier. C'est donc peu dire que le Zero Trust, c'est votre quotidien, votre philosophie que vous appliquez chez Carrefour Banque depuis votre arrivée. Alors nous aurons l'occasion de voir avec vous que le Zero Trust est un processus en continu, bien entendu, cela ne s'arrête jamais. Romain Deslaurieux, ravi de vous accueillir également. Vous êtes responsable des partenariats stratégiques dans la division Cloud Protection de Thales. Alors, votre rôle, c'est de comprendre les tendances en termes de process, d'architecture auprès des grands opérateurs. Ça, c'est important. Et vous utilisez les principes d'architecture Zero Trust pour répondre à des besoins précis de gouvernance et de conformité, bien entendu, liés à la souveraineté numérique au vu des sujets que vous traitez. Alors Vincent Roy, Vincent Ravi également, vous êtes spécialiste cybersécurité pour Splunk. Vous êtes spécialisé dans la conception, le déploiement et l'exploitation des programmes de cybersécurité autour, bien entendu, de l'activité de détection du SOC. Vos activités incluent l'accompagnement stratégique auprès des grands clients de votre société et vous avez opéré sur les plus grands SOC auprès des plus grandes sociétés au cours de votre carrière. Anthony Martin, ravi également. Alors, vous êtes expert sécurité réseau et cloud au sein de Orange France. Alors, petite précision pour tout le monde concernant votre société. Ce n'est pas bien sûr au nom du prestataire de services que vous intervenez, Orange qu'on connaît tous, mais bien pour la structure d'Orange qui fournit le réseau et les services de l'opérateur en France. En d'autres mots, vos clients sont donc les employés d'Orange France et votre angle de travail pour les convaincre, ce n'est pas une mince affaire probablement, c'est la stratégie d'adoption des principes Zero Trust au travers de tous les grands piliers qu'on va vous présenter et que nous allons voir ensemble, plus particulièrement avec vous. Mais alors, pour débuter, très rapidement, un petit tour de table pour revenir sur cette notion qui est parfois un peu mal comprise. On entend dire que c'est du marketing. Personnellement, je ne le pense absolument pas. C'est une vraie démarche et une vraie philosophie. Alors, Christophe, on peut dire que le Zero Trust, ce n'est pas nouveau. On en parlait déjà il y a plus de 20 ans, pour ceux qui étaient dans la cyber quand on ne l'appelait pas encore comme ça. Pouvez-vous nous rappeler l'historique de ce concept qui est né lors du forum de Jéricho? Il est né un petit peu avant, parce que le forum Jéricho... Sur le menton, pour qu'on vous entende. Oui, le Jéricho Forum, ça remonte à 2003 environ. Il y a un mathématicien qui a fait une thèse en 1994 de mémoire, qui a inclus, qui a cité ce concept. Ensuite, effectivement, ça a été marketé par Forrester. J'ai oublié le nom de l'analyste, désolé. Mais entre les deux, il y a eu le Jéricho Forum qui a réuni en fait un certain nombre de grandes entreprises, dont Rolls-Royce, KPMG, etc., qui ont conceptualisé le Zero Trust en fait, sur la base de constats qui étaient liés en fait à la développement de l'outsourcing pour ces grandes entreprises, la recherche de réduction des coûts,
et qui ont en fait réfléchi au changement de modèle, de ce qu'ils appellent la dépérimétrie. C'est un vrai barbarisme en fait. Oui, On enlève ça. le périmètre, voilà. Et comment on fait effectivement pour se concentrer en fait sur l'important, c'est-à-dire sur la protection de l'information. Voilà. C'était déjà 2003, 2004. Ensuite, c'est passé dans l'Open Group. Et puis depuis, effectivement, on a vu tout ce concept-là, qui moi je vois plutôt comme un retour de balancier en arrière. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux de l'informatique. Je pense que il y a 40 ans, en fait, on ne se posait pas trop la question parce qu'on était sur des systèmes propriétaires sécurisés de façon intrinsèque. Ce qui n'a plus été le cas à partir du moment où on a commencé à opter pour des systèmes ouverts, TCP/IP, etc., qui n'étaient absolument pas prévus pour ça. En fait, voilà, pour les petites histoires. Alors Vincent, on vient de voir un peu l'historique du concept. Pourquoi finalement, et ça c'est important à comprendre, ce concept qui n'est pas nouveau revient autant sur les sujets de cyber aujourd'hui? Et d'ailleurs, moi je suis ravie de voir autant de monde dans cette salle. C'est vrai que c'est un sujet qui a été remis au goût du jour. Je pense qu'on peut l'associer au mouvement de Move to Cloud qui était déjà ces dernières années quelque chose d'important, un gros chantier pour toutes les personnes qui travaillent sur les SI en France. Et évidemment, avec la pandémie de Covid, un certain nombre d'enjeux ont été accélérés. On peut penser par exemple au fait d'avoir le travail à la maison, de se débarrasser du périmétrique, je reprends les termes qui ont été utilisés, le fait que les VPN ont montré très rapidement une partie de leurs limites et de leur engorgement. Et donc finalement, cette pandémie a servi à accélérer le principe. Et donc, on va dire que ça revient de plus en plus au goût du jour. Ce qu'on peut citer aussi, c'est on va dire les poussées assez fortes qu'on voit venant des États-Unis. Je pense notamment au CISA, qui est l'équivalent de l'organisme qui traite les OIV et qui a établi de nouveaux documents de travail qui expliquent réellement comment déployer ces nouveaux périphériques, où sont les priorités, quelles peuvent être les nouvelles approches. Et donc on sait aussi que les tendances évidemment outre-Atlantique qu'on va voir se dessiner aujourd'hui vont nous arriver parfois avec un peu de retard, mais certainement nous arriver jusqu'ici. Et donc voilà, ces nouveaux sujets deviennent des priorités sur lesquelles il faut aller vite, sur lesquelles il faut être efficient en coût aussi. Et on revisite finalement toutes ces priorités. Ce que je peux dire aussi, c'est le télétravail. Alors pourquoi c'est lié finalement au Zero Trust? Bien, imaginez-vous, quand on télétravaillait, on avait souvent les conjoints qui étaient sur le réseau local, les enfants. On avait des niveaux de sécurité qui étaient parfois assez passables. La box, parfois des machines qui sont sans antivirus, sans protection. Et le fait que finalement les ordinateurs de l'entreprise soient connectés à ce réseau et qui doivent ensuite accéder en centrale à des données, ça pose des problématiques de sécurité et d'authentification qui sont non négligeables. Et on l'a vécu avec le Covid, c'est vrai que des entreprises qui interdisaient absolument le télétravail ont vu des milliers de leurs collaborateurs se retrouver à se connecter de l'extérieur. Alors Romain, ce qui m'intéresse, c'est que vous n'êtes pas informaticien à la base. Alors quand vous avez entendu parler du Zero Trust, vous êtes tout de suite penché sur le document du NIST. Alors ça c'est intéressant et j'aimerais que vous nous l'expliquiez parce que je pense que si ça vous a aidé, ça va pouvoir aider pas mal de monde dans la salle. Expliquez-nous. Absolument, merci. Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis ingénieur de formation, mais je ne suis pas informaticien. Enfin, je n'ai jamais pratiqué l'informatique en tant que telle d'un point de vue professionnel. Et donc, il y avait étant dans le département des ventes, je suis censé vendre des solutions. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'essayer de comprendre le contexte des personnes à qui je parle, que ce soit des partenaires ou des clients. Et il y avait une espèce de hype, effectivement, autour du Zero Trust il y a quelques années. Et donc, en faisant un peu de recherche, je suis tombé donc, sur le document du NIST qui décrit l'architecture, un modèle d'architecture Zero Trust selon le NIST, l'agence américaine. Et effectivement, dès le départ, il y a un abstract notamment qui fait que quelques lignes que j'invite tout le monde à lire cet abstract parce qu'il est très court et qui décrit assez bien en fait la philosophie. Et la première chose, ça m'a aidé à comprendre la différence entre Zero Trust en tant que tel et ce qui s'appelle encore Zero Trust Network Access, qui était poussé par un certain nombre de vendeurs de ZTNA. Et il y avait une espèce de confusion, enfin je trouvais à l'époque, en tout cas il y a 4, 5, 6 ans, entre les deux aspects. Et effectivement, c'est la première chose qui m'a appris, que m'a appris cet abstract, c'est la différence entre ça. Effectivement, le fait que Zero Trust focalise
C'est un inversement de la logique, comme on le disait, la suppression de la logique de la sécurité basée sur le périmètre du réseau d'entreprise à une logique qui va se focaliser sur les utilisateurs, les ressources, ce qu'ils appellent les ressources, donc les données, les applications qui peuvent être dans le réseau d'entreprise, mais également ailleurs, donc dans le cloud, on vient de le dire également. Et donc, en fait, le fait de renverser cette logique va également changer la manière dont l'architecture de sécurité d'une entreprise doit se prendre en compte. Et le fait de prendre en compte les utilisateurs, ça veut dire, on va le voir peut-être après également, un certain nombre d'aspects à prendre en compte pour authentifier, on parlait d'authentification, authentifier les utilisateurs, quel que soit leur contexte, protéger les données, quelle que soit leur localisation, en français, etc. Donc ce sont des concepts un petit peu inversés. Et également un aspect que j'ai bien aimé dans la description, c'est le fait que ce soit basé sur une analyse de risque qu'on retrouve. J'ai eu une certification DPO pour la GDPR récemment, l'année dernière. Et effectivement, c'est également une analyse de risque. Et souvent, on parle à des mondes de RSSI et des mondes DPO sur la partie GDPR qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, alors qu'en fait, il y a exactement les mêmes méthodologies, quasiment dans des mots choisis, que ce soit d'un point de vue privacy et donc protection des données personnelles, et dans l'implémentation, c'est-à-dire le monde du RSSI. Alors, en précisant que vous n'êtes pas le DPO de Thales, pour que ce soit clair. Absolument. Vous avez votre certification, mais voilà, il y a d'autres responsabilités. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, je vous encourage aussi à consulter le document de l'ANSSI. L'année dernière, en 2021, l'ANSSI a publié un avis scientifique. Il fait juste 3 pages, il est très clair. C'est aussi pour alerter le fait que le Zero Trust, c'est avant tout une démarche, un concept, et non pas des architectures comme peuvent vous les vendre parfois certains prestataires. Mais voilà, c'est une façon d'aborder aussi le sujet. Enfin, pour terminer ce tour de table sur le concept du Zero Trust, Anthony, souvent on l'aborde par le volet technologique, d'où l'alerte de l'ANSSI. Bien sûr, ça ne se réduit pas à cela. On va voir les 3 piliers en cyber, c'est les process, l'humain et la techno. Vous, Anthony, vous aimez parler de culture de Zero Trust. Expliquez-nous votre approche. Oui, alors effectivement, l'idée dans cette notion de culture, c'est de s'approprier le modèle et de se l'approprier pas uniquement sous l'angle technologique. Parce que typiquement, pour viser de l'usage d'identité forte, pour viser l'usage de chiffrement de flux, pour viser l'usage de chiffrement des données, on peut se retrouver assez fréquemment avec des solutions qui savent le faire, qu'on a déjà, mais qui ne vont pas être finalement exploitées à leur maximum de capacité. Et donc finalement, la culture aussi de Zero Trust, c'est d'aborder la façon de construire ces cas d'usage, de construire ces applicatifs en maximisant les ressources que l'on a déjà. Et donc pour moi, c'est un changement un peu culturel au sens, finalement, au lieu de foncer tête baissée et reproduire les architectures, les cas d'usage de la même façon qu'on avait l'habitude de le faire, on va se poser cette question de finalement, dans mon cas d'usage, où avais-je mis de la confiance implicite et en première étape, quelles sont les mécaniques sécurité que je peux utiliser. Donc finalement, c'est un changement culturel de cette façon. On a aussi le changement culturel dans le fait d'adopter la démarche, à mon sens, puisque on en parlait, c'est un effort continu. Donc finalement, ce n'est pas on met à disposition une liste d'exigences et puis on les vérifie. Mais on parlait tout à l'heure du CISA. CISA a proposé un modèle de maturité sur 3 niveaux. On voit bien que sur le niveau de maturité le plus avancé, on a un effort important et continu, pas uniquement au design et au déploiement, mais dans le run, de maintenir le niveau de sécurité à un niveau élevé. Et le dernier point, qui n'est pas vraiment sécurité, mais si vous regardez ce qu'avait publié Google à l'époque, c'est un point fort de leur retour d'expérience, c'est aussi la culture au sens, la culture d'entreprise. C'est-à-dire que le Zero Trust n'est pas qu'un sujet sécurité pour que ça réussisse, c'est un sujet complexe, coûteux. Et donc finalement, il y a cette notion aussi de culture d'entreprise. J'ai envie d'aller vers ce modèle-là, et je vais demander les budgets. Les budgets vont finalement aussi permettre de donner, enfin ça éclaire
un sens sécurité, mais il faut qu'il y ait des budgets qui l'accompagnent, des compétences qui changent, et on revient à cette culture. Alors, pour compléter, Anthony, vos propos, c'est clair que cette démarche, elle fait peser le poids sur l'utilisateur, mais aussi sur les prestataires, hein, on va le voir au cours de cette table ronde. Et aussi un autre point qui est intéressant, mais je crois que je l'ai oublié, s'il vient de m'échapper. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, le Zero Trust, c'est aller au plus près de la donnée pour la sécuriser, et elle n'est plus au niveau périmétrique, mais bien entendu, elle est souvent dans le cloud. Alors, cette démarche, elle est beaucoup plus facile, ça y est, ça me revient, elle est beaucoup plus facile à faire lorsque il n'y a pas de legacy. Hein. Il est clair, on va dire pour les entreprises qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans d'existence, voire plus, il y a un legacy très fort et donc c'est beaucoup plus complexe. Les choses vont prendre beaucoup plus de temps. En revanche, si on pense à des startups ou à des entreprises qui sont 100% SaaS, forcément, elles ont adopté tout de suite cette approche Zero Trust. Alors, j'espère que ça vous a éclairé sur cette première partie. J'ai oublié de vous dire, on va vous laisser pendant 10 minutes des questions, donc n'hésitez pas, ou après la session, parce qu'on est vraiment là pour vous aider dans cette démarche. Alors maintenant, parlons méthodologie, messieurs, parce que c'est important. Et la première question, c'est par où commencer ? C'est toute la complexité. Par où on commence ? Alors, certains l'abordent au moment d'un changement de technologie, parce que c'est plus facile. Ça peut être le changement d'un proxy, d'un VPN. Vous, Christophe, par quoi, justement, avez-vous commencé lorsque vous êtes arrivé chez Carrefour Banque, je le répète, en 2018 ? Disons qu'on a réagi un peu en mode panique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on était en plein move to cloud. Donc on faisait du lift and shift et on s'est rendu compte assez vite qu'on était sur des systèmes, des applications, la partie front office assez anciennes, avec des technologies qui n'étaient plus vraiment maintenues et que là on passait en fait d'un mode entre guillemets on-premise à un mode dans le cloud. Et là on s'est dit c'est pas possible, on va pas avoir le temps de corriger toutes ces vulnérabilités. Faut qu'on gagne du temps et là on a fait le pari de partir sur une solution. Moi, je me suis souvenu dans le passé du concept de Trusting Operating System, en fait, de système d'exploitation hyper sécurisé où vous n'avez plus de compte-route. On a trouvé une solution, je vais la citer, elle s'appelle Guardicore, qui permettait de truster en fait le trafic interservice, intermachine, et de n'autoriser effectivement que les services et les protocoles nécessaires. Voilà. Et d'avoir une surveillance en plus sur tout ce qui pouvait se passer entre nos machines afin d'éviter ce qu'on appelle le mouvement latéral qui ne doit pas arriver, qui va permettre de prendre le contrôle sur une autre machine ou sur un serveur de base de données ou Dieu sait quoi, malgré le fait qu'on était déjà à l'époque derrière un WAF. Le fait de pouvoir pénétrer, passer le WAF en mode authentifié parce qu'on est client de la banque, ça permet de faire un certain nombre de choses. Là, la solution Guardicore nous a permis effectivement, par la mise en place de la microsegmentation, de bloquer toute tentative de passer de l'application frontale au serveur de base de données qui se trouve derrière en fait et pas accessible directement d'Internet. Voilà, donc ça a été un peu la logique. Et cela, une fois posé, ça a permis effectivement de se dire ok, on a toujours un niveau de risque en termes de vulnérabilité important. Ensuite est arrivé effectivement le déploiement d'une nouvelle solution EDR au niveau du groupe, y compris au niveau des serveurs, donc on n'a fait que renforcer la sécurité. Puis en partant de là, on a commencé à s'attaquer de façon à prendre un peu de recul et puis à s'attaquer à l'ensemble en fait des aspects du SI, donc traiter la problématique du contrôle d'accès, de la gestion des identités, de la sécurité des données en base, la protection du réseau, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un peu la démarche, mais de faire en sorte toujours que ce ne soit pas handicapant pour les utilisateurs internes, pour que ce soit le plus transparent possible et forcément rassurant pour les clients. Voilà. Alors on le voit, hein, la démarche, c'est d'abord, et ça c'est revenir aux fondamentaux, hein, vous l'évoquiez Christophe, c'est les vulnérabilités, les attaquants vont passer par vos vulnérabilités. Alors Vincent, je rebondis justement sur ces vulnérabilités. C'est l'un des points importants, bien entendu, dans une bonne démarche Zero Trust. On parle d'ailleurs de défense en profondeur.
Détecter ces vulnérabilités, les comprendre pour mieux les corriger. Quelle est votre approche sur ces questions de détection ? Avant de rentrer dans le détail des vulnérabilités, je voudrais donner une petite anecdote. J'étais hier avec 2 clients que je ne me permettrai pas de citer puisqu'ils ne m'en ont pas donné l'autorisation. Mais une des questions qu'ils me posaient pour le premier jour du salon, c'était: Vincent, avec les vulnérabilités, comment font les autres ? Impliquant le fait que sur les 12 derniers mois, on a eu quand même un nombre de vulnérabilités. Je pense notamment à Log4j ou Log4Shell, qui a été très important. En décembre, qui a mis en émoi le monde des applications aussi. Tout à fait, qui ont demandé des efforts colossaux. Et donc, en tout cas, de tous les clients que j'ai pu voir, c'est un problème pour tout le monde. Je pense qu'on peut déjà se dire tous globalement que gérer les vulnérabilités, c'est devenu compliqué. Ça demande des déploiements d'énergie conséquents, parfois, qui touchent plusieurs couches. Donc, Log4j, c'est le bon exemple. Et nous, une approche qu'on a aussi, c'est de dire, dans le cadre du Zero Trust, il faut mettre un accent important sur la détection, finalement, la détection des incidents de sécurité. C'est faire l'hypothèse que même en étant très bon dans le fait de résoudre ces vulnérabilités, il y aura bien un moment où malheureusement on ne sera pas dans les temps et un attaquant va pouvoir exploiter ces vulnérabilités. Donc c'est le sujet de la détection. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'avec le Zero Trust, la détection elle est légèrement revue, puisqu'évidemment on était en train de voir finalement, je pense que le point clé c'est l'idée d'une transformation. On part du périmétrique et on revient finalement sur des composants de nouvelle génération, souvent dans le nuage, avec des authentifications qui sont légèrement différentes, etc. Donc ça va être aussi de concevoir un outil de détection qui permet de gérer tout à la fois ces menaces et en même temps aussi de s'adapter à ce monde Zero Trust. Et donc c'est sur ces sujets qu'on a pas mal de demandes et qu'on déploie aussi beaucoup d'énergie. On peut parler dans ce domaine-là, peut-être l'approche, si on devait le résumer en 2 mots-clés, ça va être, là aussi on parlait tout à l'heure de données, ça va être une approche sur la donnée. L'idée d'être en mesure de collecter des nouvelles données qui vont permettre cette détection et essayer de comprendre quelles seront les déviations qu'il faut détecter. Donc c'est centré sur la donnée, collecter cette donnée, la traiter comme il faut, l'enrichir pour être capable de détecter. Ça va être aussi probablement le fait de mettre des nouvelles métriques. Il y a essentiellement dans le Zero Trust toute une partie de la démarche qui est sur ce qu'on appelle des analytiques en anglais, des métriques qui vont permettre de mesurer la bonne santé, de comprendre ce qui se passe autour des données et du SI. Et donc ça aussi c'est un axe de travail qui est important. On va parler notamment d'intelligence artificielle, de machine learning. Parfois aussi on essaie de faire des calculs de score de risque qui vont venir calculer le risque sur les différents morceaux du SI, parfois sur les utilisateurs, pour être capable, le moment venu, de décider qu'un taux de risque n'est plus acceptable et qu'on déclenche une équipe de sécurité pour un traitement d'un incident, voilà, afin de résoudre et donc d'avancer sur cette démarche-là. Donc c'est vraiment cette stratégie de détection de nouvelles générations, le fait de savoir comment on fait dans le multi-cloud aussi, puisque le cloud c'est intéressant, mais on a quand même plusieurs fournisseurs de cloud qui ne sont pas tous standards et on va dire qu'ils ne sont pas tous au même niveau de normalisation sur les données. Donc le savoir-faire, il va être maintenant aussi de gérer ce qu'on appelle ce multi-cloud, donc les multiples fournisseurs. Le monde hybride, hein, le monde hybride. Exactement. Et puis toujours, nous, on a aussi beaucoup, je pense qu'on n'est pas les États-Unis, et les sociétés dont vous parliez tout à l'heure, qui ont 40, 50 ans d'existence, qui ont parfois connu des fusions, des acquisitions, elles vont avoir à gérer un périmètre existant, historique, qui est important. Et le but du jeu pour nous aussi, c'est d'être capable de gérer la transition et de faire de l'hybridation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le monde industriel, par exemple, avec les usines 4.0, et donc il bascule dans un nouveau monde. Et là, pour le coup, l'approche Zero Trust peut être très utile. Tout à fait. Donc, détecter, comprendre ces vulnérabilités, avoir des outils d'analyse. C'est pour ça qu'autant d'entreprises à l'heure actuelle basculent dans des projets de SOC. Il y a beaucoup de projets à l'étude parce qu'il y a une vraie industrialisation des attaquants. Ils vont très vite, de plus en plus vite, et on a besoin effectivement d'outils. Je peux peut-être juste rajouter un point pour aller tout à fait dans le sens de ce qui est dit. On se rend compte que les vulnérabilités, dans pas mal de cas, on va voir dans la presse un ransomware parce que c'est très visible, qui a chiffré un SI et qui a mis KO une usine. Très souvent, les attaquants sont rentrés par une vulnérabilité. On en parle peu finalement. Mais si la première couche de protection et ensuite la couche de détection juste derrière est suffisamment affinée, on peut imaginer intervenir dans les temps pour bloquer tout ça. Alors Romain, l'un des grands sujets du Zero Trust, c'est le MFA. On voit beaucoup d'entreprises aussi basculer sur ces sujets.
où on en est à l'heure actuelle? C'est une bonne question et une très bonne transition par rapport à ce que Vincent vient de dire sur la C'est partie. presque pas étudié, tout ça. Non. Non, mais sur le commentaire final du ransomware, typiquement, le ransomware, souvent, il est déclenché par une campagne de phishing qui a eu lieu à un moment donné. Et donc, paradoxalement, de façon appropriée, le MFA, l'authentification forte, est une manière, il y en a plusieurs évidemment, c'est jamais une seule solution pour un problème, mais l'authentification forte est certainement un sujet qui est d'actualité. Il y a un vrai renouveau sur ça. Pour des questions donc, de risque et de gestion de risque par rapport au ransomware par exemple, il y a une pression financière qui est faite des compagnies d'assurance qui commencent à augmenter soit les premiums, soit même de ne plus assurer un certain nombre d'assets, d'actifs numériques si ces actifs ne sont pas protégés en accès par de l'authentification forte. On a des problématiques de gouvernance, puisqu'effectivement il y a eu le Covid, donc il y a eu énormément de personnes qui se sont mis à travailler de la maison. Donc il y a eu une explosion du besoin en authentification à distance aux accès réseau ou aux accès d'applications qui peuvent être dans le cloud d'entreprise. Et puis on a un problème de conformité également, où on a des standards dans le paiement, par exemple PCI qui a rendu obligatoire l'utilisation de MFA pour l'accès à des données de paiement. On a aux États-Unis, encore une fois, les États-Unis sont souvent un petit peu précurseurs sur des choses. Donc on a l'executive order du président Biden l'année dernière qui a rendu obligatoire l'utilisation de MFA pour les agences gouvernementales aux États-Unis, etc. Donc on a un certain nombre de contextes de marché qui font que le MFA est revenu en force sur l'actualité des RSSI. Et suite à ça, donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans l'industrie, il y a énormément d'innovation, paradoxalement, pour quelque chose qui existe depuis très longtemps, les tokens d'authentification. Il y a pas mal d'innovations qui sont faites. Et vu qu'on a affaire de plus en plus à des gens qui sont moins accoutumés à des problématiques de sécurité, puisqu'on a des gens qui travaillent de la maison, par exemple, qui ne sont pas très security aware, qui ne sont pas très dans la boucle. On a en fait énormément d'innovations où on utilise des techniques d'innovation basées sur l'UX, donc sur l'expérience utilisateur. Et pour reprendre la structure de l'architecture du NIST, encore une fois, on a les utilisateurs, on a en anglais c'est any user, any device, any network, c'est-à-dire que les paramètres de sécurité doivent s'appliquer à tous les utilisateurs, quel que soit l'appareil qui est utilisé par l'utilisateur pour accéder à une ressource d'entreprise. Et donc, on parle souvent de bring your own device, de la personne qui amène son propre appareil. Et également, tout réseau. C'est-à-dire qu'on est, pour revenir sur mon exemple original du ZTNA en français, on peut également, quand vous avez vos documents qui sont sur Office, vous pouvez aller sur mycompany.office.com et accéder à vos documents par un canal Internet sans passer par des proxys, des gateways qui peuvent être contrôlés par le département informatique. Donc on a toutes ces problématiques qui sont nouvelles quelque part et qui s'accélèrent. Et donc en termes d'utilisateurs notamment, si on reprend juste cette problématique de l'utilisateur et des utilisateurs qui sont divers et variés, on est vraiment, Vincent tu parlais de contexte, de mise en place de détection d'anomalies dans un contexte. Avant la détection, on a aussi la protection par l'utilisation de MFA qui doivent être appliquées en contexte. Donc c'est au moment de l'authentification, et là il y a vraiment dans le Zero Trust une architecture, un concept d'appliquer une mesure de sécurité au moment où il y a un événement qui se passe, au moment où un utilisateur tente d'accéder à une ressource donnée. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre une action en place, et cette action doit être en fonction du contexte. Donc si la personne est sur son laptop de travail connecté au bureau et accède à une donnée d'entreprise qui est bien maîtrisée, etc., il peut y avoir un SSO, un single sign-on qui est mis en place parce que la sécurité est considérée comme étant relativement sécurisée. Si par exemple la même personne va chez elle le soir, se connecte d'un Wi-Fi qui est moins sécurisé, etc., là à ce moment-là, on va adapter le niveau d'authentification avec potentiellement un token d'authentification, etc., etc. Donc on a vraiment une adaptation qui prend en compte l'utilisateur. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui est nouveau avec le Zero Trust, c'est qu'au lieu effectivement de sécuriser des éléments de réseau, vu qu'on sécurise les données elles-mêmes ou les utilisateurs ou la manière dont l'utilisateur va accéder au réseau, aux données du réseau, on doit prendre en compte cette UX qui est assez maintenant commun dans les gens du DevOps quand ils développent des applications autres que sécuritaires. On prend souvent le UX comme exemple.
Mais en fait, on a ça également dans le Zero Trust. Donc c'est assez intéressant. Et d'où l'importance du DevSecOps aussi dans les entreprises maintenant. Alors, Anthony, le Zero Trust, on l'a vu, là, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est de la défense en profondeur. Mais quand on vise un niveau de maturité élevé, comme on essaye de tous le faire dans les entreprises, on se doit de travailler bien entendu sur les différents piliers du système d'information. Il est hors de question d'en oublier certains. Comment voyez-vous, plus particulièrement vous, l'évolution autour des terminaux, des infras et des applications ? Alors, typiquement, si on prend un cas d'usage pour parler des terminaux, des infras et des applications, le cas d'usage, ça va être un utilisateur qui est connecté sur un réseau, quel qu'il soit, et il va tenter d'accéder à des données qui lui sont présentées par une application. Quand on conçoit ce cas d'usage, on va forcément avoir tout de suite le pilier identité qui a été évoqué vis-à-vis de l'utilisateur. Donc cette notion de dire à quel moment quel niveau de confiance je veux donner à cette identité. Donc on va chercher à la renforcer avec du MFA. Et finalement, on va faire la jointure aussi avec cette notion de contrôle d'accès. Donc comment le contrôle d'accès évolue pour devenir granulaire, dynamique et régulier. Donc on l'évoquait là juste avant sur la partie MFA, c'est-à-dire avoir du MFA à l'accès. Et finalement, dans le cas d'usage global, on est bien sur quelque chose aussi de transformer dans le contrôle d'accès. Parce que le contrôle d'accès maintenant doit être pensé avec finalement plusieurs rôles, plusieurs vues, pour permettre cette décision d'accès dynamique. Et pas simplement oui, je suis certain que c'est telle identité, mais je donne accès à tout ou rien. On va chercher justement à avoir cette granularité, et donc ça se conçoit aussi au niveau du design, à la conception, quand on va concevoir les applications. Donc penser à avoir des rôles, et non plus deux rôles comme on a pu le voir en très longtemps, un rôle admin, un rôle viewer, mais là on va être sur une finesse de rôle bien plus importante, une palette de rôles dans laquelle on va piocher dynamiquement à l'accès. Et c'est là qu'on va pouvoir, donc on rejoint cette logique d'intégration, utiliser ce qu'on appelle des signaux de sécurité. Donc les signaux, ce sont des éléments qui peuvent être remontés par tout type de composants, et justement on a cette intégration. Donc ça peut être remonté par le volet détection, le volet réaction, mais ça peut être remonté, ça peut être un signal, ça peut être juste l'adresse IP de l'utilisateur, ça peut être son navigateur, ça peut être la posture du terminal. Et donc sur la question du terminal, effectivement on va chercher le plus souvent possible, dans les niveaux de maturité les plus élevés, à capter un signal de sécurité, donc à capter finalement quelle est en résumé la posture du poste. Est-ce que finalement le poste répond à mes prérogatives sécurité? Est-ce qu'il est chiffré actuellement? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce que mon EDR est à jour? Et c'est un signal de plus qu'on va utiliser dans l'accès conditionnel, l'accès dynamique et granulaire pour l'accès aux applications. Et on l'a évoqué aussi un peu le volet vulnérabilité, hein. C'est aussi fondamental, puisque finalement, dans la vue bout en bout, si on a un applicatif ou un composant de contrôle d'accès qui est vulnérable, finalement, on a beau avoir des identités fortes, avoir un contexte composite avec plusieurs attributs pour prendre une décision adaptée, ce contrôle d'accès peut être bypassé. Donc on en revient finalement à faire la sécurité aussi des applications de façon, on va dire, transformée, à quitter le mode je livre une application, elle est livrée et puis elle dérive petit à petit, mais à avoir un mode de livraison continue. Donc vous avez évoqué le DevSecOps, donc avoir cette livraison permanente, ces tests permanents, avoir ces cycles de release qui font que finalement le patching, ce n'est plus une question, ce n'est même plus une demande de sécurité, c'est la façon de concevoir les applications, la façon de les releaser très fréquemment, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, qui transforment la façon d'aborder la sécurité. Et donc on a ce volet, pour moi, qui a été évoqué, qui est très transverse, de partage de ces informations entre les briques. Donc une application, par exemple, peut remonter des signaux directement auprès du SOC. L'infrastructure qui héberge l'application peut remonter des signaux auprès du SOC pour enrichir la détection dans le volet temps réel, dans le volet nouvelles menaces. Et le SOC, avec ses signaux un peu processés, peut nourrir le contrôle d'accès pour dire « Ah, là, je sens finalement un changement de contexte de cet applicatif ».
Et donc, je vais positionner cet accès plutôt sur tel ou tel rôle. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Donc quelque part on revient à nouveau au DevSecOps et ce qui est bien aussi c'est de mettre des équipes ou en tout cas avoir des recrutements dans les différents départements, réseaux, systèmes et les devs aussi avec une culture de la cyber qui permettra aussi de faire évoluer et de maîtriser ces vulnérabilités. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un tour de table sur des exemples concrets du Zero Trust. Alors Christophe, il faut bien comprendre que le Zero Trust, c'est un processus en continu, ça ne s'arrête jamais. Vous continuez, vous, à déployer cette méthode avec très récemment une très belle étape, en 2022, c'est très récent, puisque votre banque est la première institution financière française à avoir déployé la chaîne d'authentification des messages. Alors c'est le fameux BIMI, promis par Google. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Je sais que les autres intervenants attendent aussi beaucoup de vos explications. En fait, on s'écarte un peu, mais on est quand même dans le sujet. Là, c'est une application directement visible. En fait, il y a 2 ans, la direction des risques à la machine à café me pose la question, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le phishing de nos clients? Ça coûte cher, il faudrait trouver une solution. Bon, là, la réponse n'est pas évidente, parce que empêcher le phishing, on ne pourra jamais le faire. Par contre, empêcher qu'on usurpe les domaines et les sous-domaines de Carrefour Banque, ça, c'est faisable. Donc, on a entamé ces travaux de mise en place, en fait, de la chaîne d'authentification SPF, DKIM, des marques. En gros, pour faire simple, SPF, c'est qui a le droit d'envoyer pour le domaine Carrefour Banque. DKIM, c'est je pose une signature sur l'enveloppe de message. Et des marques, j'applique une politique. Voilà, une politique de rejet. Pour faire ça, on a enlevé les délégations de domaine à nos sous-traitants. Voilà, la facilité qu'avait le marketing dans le passé à dire à nos sous-traitants, pour les messages, vous débrouillez, vous les envoyez pour nous, on vous donne le domaine. Ça, on a arrêté. Et je pense que toutes les banques sont en train d'arrêter de faire de gérer les domaines ou de faire de la délégation de domaine à des sous-traitants. Donc déjà, on a repris le contrôle à 99%, il nous en reste un pour l'instant, de nos sous-domaines d'émission de mail. Une fois que ça a été fait, on a mis des politiques, on a analysé le trafic, donc ça a pris beaucoup de temps, c'est un travail de bénédictin, on va dire. On a analysé les rapports des marques pour voir effectivement qui émettait, qui cassait les chaînes d'authentification, etc., etc. Et on est arrivé à un stade où effectivement on s'est rendu compte qu'on pouvait passer les politiques de rejet à 100%, c'est-à-dire que tous nos sous-domaines principaux d'émission étaient verrouillés. C'est-à-dire que tout mail qui passerait avec une tentative de forging d'un mail avec le carrefour-banque.fr serait fatalement bloqué et rejeté, donc ne passerait plus. Mais effectivement, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il ne passe plus. Sauf, je précise, malheureusement pour certains opérateurs ou certains relais de mail qui sont gérés par les universités, qui sont des vieux send-mail pas à jour, effectivement, par lesquels ils peuvent encore passer. Mais normalement, c'est quelque chose, c'est un épiphénomène. Et en fait, la dernière chose qu'on a faite, c'est de mettre en quelque chose qui est un peu plus visible, qui s'appelle BIMI. En fait, c'est la mise en place d'un certificat numérique qualifié qui permet d'apposer en fait le logo de Carrefour Banque, le logo Carrefour, la fameuse hallebarde, dans le corps de message avec une garantie effectivement d'émission de ce mail par Carrefour Banque. Voilà, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est quelque chose qui est préconisé par l'ANSSI, qui est préconisé par la Banque de France. Il y a un compteur actuellement qui tourne, alors j'ai plus le reste du site, mais qui donne le nombre de sociétés effectivement qui adoptent ce protocole. Ça donne de la confiance parce que ça permet de dire, bah oui, effectivement, ce mail-là, il est bien, c'est bien Carrefour Banque qui l'émet, c'est bien l'émetteur qui l'a émis, c'est pas effectivement du phishing, ça n'a pas été forgé, donc voilà. Donc c'est un peu une garantie qu'on donne à nos clients de bien émettre nos mails, ce qui fait que dorénavant, on peut dire, nous, on a fait tout ce qu'il fallait par rapport à ce problème-là pour arrêter de rembourser en fait des clients qu'on remboursait jusqu'à présent, encore il y a 1 an et demi, 2 ans, systématiquement, quand ils étaient fichés, on les remboursait. Voilà. Alors,
je ne sais pas ce que ça nous a fait faire comme économie. De toute façon, ce sera un secret. Ça impacte toutes les banques, de toute façon. Ce n'est pas Carrefour Bank et ses clients qui sont impactés. C'est général. Voilà. Et là, on peut dire que la pression du Zero Trust, elle a été mise sur les prestataires. Ah, clairement, oui. Ouais, Ça n'a pas été facile. Donc la pression, elle est partout. Vincent, la cyber, elle repose également sur l'humain au niveau de son comportement. Alors là, on a beaucoup à apprendre, je crois. Et en quoi l'analyse comportementale, dont on parle beaucoup maintenant en cyber, représente l'une des briques du Zero Trust? Et est-ce que vous auriez des exemples de clients à nous donner? Alors c'est finalement assez simple à expliquer. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on commençait à construire des SOC il y a une petite dizaine d'années, ce qui semble à la fois proche et loin, on avait une méthodologie qui était très souvent basée sur, je me souviens, les zones des différentes adresses IP. Et on avait une méthode où on coloriait, on disait par exemple ici on a les joyaux de la couronne, telle ou telle application, telle ou telle donnée. On mettait des petites couleurs rouges. On avait des endroits où c'était orange ou jaune en fonction des différentes provenances. On avait l'Internet, bien sûr, évidemment, qui était la zone de tous les mots. Ça, c'était hier. C'était hier. Et en fonction de tout ça, on essayait finalement de surveiller ce qui rentrait d'un côté, ce qui sortait de l'autre. Avec le Zero Trust, vous l'avez compris, ce modèle, il n'existe plus. On part dans le cloud, les adresses IP deviennent de plus en plus secondaires. Et donc, on va essayer de s'attacher, aussi parce que les composants sont conçus de manière de plus en plus sécurisée, de manière inhérente très sécurisée. Mais on veut quand même poursuivre la détection, puisqu'on fait l'hypothèse qu'on va faire de la défense en profondeur et qu'on va avoir besoin d'une couche supplémentaire pour se protéger. Et donc, dans cette idée-là, on fait de plus en plus des traitements qui sont sur la base de ce qu'on appelle les assets et les identités. C'est-à-dire un utilisateur, d'être capable finalement d'enrichir les données qui passent pour rattacher toutes les informations à son propriétaire et aussi à son rôle dans l'organisation, à avoir tout le contexte de ce qui est autorisé, à quelle appli il a le droit d'accéder, etc. Ensuite, de reconnaître aussi ces différents périphériques et on va dire les machines sur lesquelles il est amené à intervenir, les différentes possessions qu'il peut avoir. Et en fonction de ça, on va essayer d'appliquer de nouveaux algorithmes pour être en mesure de détecter des choses qui vont être considérées comme des déviations. Mais il faut imaginer qu'on est dans ce cas-là sur des scénarios quand même substantiellement plus avancés. L'idée, ça va être aussi d'adresser à travers le comportemental une problématique récurrente des faux positifs, c'est-à-dire des faux signaux qu'on peut recevoir en sécurité, si on s'attache à des événements qui sont parfois trop petits. Et donc, on essaye d'aller un cran plus loin et de partir sur finalement, on peut voir ça comme, on va dire, une sorte de risque global qui va être mesuré sur les différents composants et qu'on va venir à un moment donné traiter lorsqu'il dépasse un certain seuil. Donc ça, c'est l'idée du comportemental. Ça passe par des qualités de données et des composants qui sont de nouvelle génération, qui permettent donc d'aller plus loin, qui rendent un peu tout cela possible. En termes de méthodo, ce qu'on nous demande beaucoup, en fait, la tendance, ça va être d'être en mesure de traiter avec le moindre configuration possible, puisque une des bonnes choses qu'on a quand même avec l'informatique dans le nuage, c'est qu'on va avoir de plus en plus une standardisation, et donc on va être capable de reconnaître ce qui rentre dans les périphériques de traitement des données. Et de cette façon-là, on va essayer de se substituer aux équipes de sécurité et d'avoir des machines qui automatiquement vont fournir du contenu de détection et du contenu qui soit pertinent par rapport à ce nouveau modèle. Donc là, c'est beaucoup ce qu'on nous demande. Ça pose des problématiques qui sont secondaires aussi, qui sont intéressantes à mentionner aussi ici. Par exemple, celle de la performance du traitement. Étant donné le nombre d'utilisateurs à surveiller, étant donné l'explosion des données, on est obligé d'optimiser aussi nos algos de traitement pour faire en sorte qu'ils tournent en continu et qu'ils soient en mesure finalement de livrer leurs résultats sans mettre une charge trop pénalisante sur l'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille. Détection zéro configuration, comme on l'appelle. Détection de nouvelle génération, contenu sur étagère. Voilà, ça va être les mots-clés. En termes d'exemples concrets, celui qui me vient à l'esprit, c'est le Nasdaq, donc la bourse d'échange du Nasdaq. Eux, ils ont évidemment des problématiques de fraude, puisque c'est la finance, donc ça va être typiquement des endroits sur lesquels la mesure des menaces internes et le fait d'avoir du zéro trust, ça va être très pertinent. Et donc, ils ont déployé des systèmes sur lesquels on a été impliqués. Ils ont eu des résultats qui permettaient de diminuer de moitié les durées de traitement sur les incidents liés à la fraude. Et donc, ça a fonctionné particulièrement bien. Mais c'est vrai aussi,
Si on regarde plus proche de chez nous, que cette approche Zero Trust, elle demande un renouvellement quand même assez en profondeur d'une partie des composants de l'infrastructure. Sûr, oui. Et on n'y est pas toujours, nous en France, on y commence, mais on n'a pas forcément la même maturité que qu'on pourrait citer au niveau du Nasdaq. Oui, d'où l'importance, comme l'a dit Christophe, de commencer par ses principales vulnérabilités pour gagner du temps. Et aussi, à terme, il peut y avoir du ROI quelque part dans le Zero Trust. Alors le ROI, dans le cas du Nasdaq, Nasdaq, bien sûr, de revoir son legacy, mais voilà, on le voyait dans le cas de Carrefour Bank, on le voit dans le cas du Nasdaq. C'est aussi un mot-clé que j'ai omis de mentionner, ça va être la convergence avec les scénarios métiers. C'est-à-dire oui, là, important. on voit la fraude au phishing dans une banque, c'est quelque chose qui parle. Ouais. Quand on est au Nasdaq et qu'il y a de la fraude, on parle de millions de dollars. Et donc évidemment, si on arrive à optimiser ne serait-ce qu'un petit peu le traitement de ces incidents de sécurité, de gagner du temps aussi, à ce moment-là, on va avoir un ROI qui est assez facile à mesurer et qui est assez immédiat. Autre point important aussi, qui mérite d'être mentionné, c'est la convergence des outils. J'entendais tout à l'heure l'idée aussi d'être capable de répondre rapidement, d'avoir une interaction entre les applications, les périphériques de sécurité, d'être capable de bloquer ou au contraire d'ouvrir certains accès. Ça va être les scénarios avancés sur lesquels on travaille. Essayer au maximum aussi d'automatiser et d'avoir des robots qui traitent pour le compte des humains ces problématiques de sécu. Oui, parce qu'on n'a pas assez de ressources. On a beaucoup de compétences en cyber, mais on le sait, on n'a pas assez au niveau européen. Je crois qu'on manque 75 000 postes et ce n'est pas fini. Donc cette pénurie de ressources, on est obligé de se faire aider par de l'IA, du machine learning, des outils de plus en plus performants pour analyser, pour aller de plus en plus vite. Tout à fait. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une table ronde dans la salle d'à côté sur ce sujet des ressources aussi. Oui, non, mais restez là avec nous. Une autre chose que vous avez mentionnée, bien entendu, Vincent, c'est les métiers. On le verra dans la table ronde à 15h30 sur la remédiation, l'importance des métiers, que ce soit dans le Zero Trust pour Anthony, bien sûr, les convaincre, mais ensuite, lorsqu'il y a des problèmes et qu'on doit passer en mode de gestion de crise ou remédier. Merci beaucoup, Vincent. Alors, Romain, on a beaucoup parlé de tendance du Move to Cloud, forcément, puisque maintenant, on est obligé d'aller sécuriser la donnée là où elle se trouve, et la plupart du temps, maintenant, elle se trouve dans le cloud. Qu'en est-il alors dans le domaine de la stratégie d'accès au cloud, alors là qui devient fondamental et qu'on doit imaginer 100% Zero Trust, n'est-ce pas, Romain? Absolument. Alors déjà, par exemple, dans le Zero Trust, on ne parle pas d'accès au cloud. On parle d'accès aux ressources qui elles-mêmes sont dans le cloud, par exemple. Voilà, très important Puisque à comprendre. Le cloud, c'est un élément de réseau, quelque part, du réseau d'entreprise, étendu, certes, à des domaines publics, mais ça reste un élément de réseau. Donc on parle bien d'accès et de problématiques de contrôle d'accès aux ressources du cloud. Donc c'est déjà un élément de Zero Trust à prendre en compte. Et typiquement, la nuance, elle est... On travaille beaucoup sur ces domaines de ce qu'on appelle de souveraineté des données et de souveraineté opérationnelle. Parce que vous êtes tous dans la salle, j'imagine, consommateurs de ressources, d'applications que vous avez vous-même bougées dans le cloud, ou vous consommez même des softwares as a service. Or, vous faites souvent, en général, confiance au cloud. Or, dans une démarche de Zero Trust, on ne devrait pas faire confiance au cloud. Non pas parce que les sociétés, les trois grosses par exemple, ne sont pas des bonnes sociétés avec une bonne réputation, ce n'est pas le problème. C'est un problème d'architecture, de méthodologie. Et donc par exemple, si je reprends l'ANSSI, le document d'architecture qui a été mis l'année dernière. Le document scientifique, oui. L'avis scientifique, voilà. Merci. Sur le Zero Trust. Avant même les recommandations, ils disent de toute façon la première étape c'est de chiffrer vos données, puisque vous allez transformer le paradigme qui est la donnée est disponible et je la protège par un périmètre, et donc les gens qui sont, ou les utilisateurs, les machines qui sont dans ce périmètre ont le droit d'accéder à ces données, à un paradigme où on empêche la donnée, on empêche l'accès, pardon. La meilleure manière aujourd'hui technique d'empêcher l'accès à une donnée, c'est de la chiffrer et d'aller gérer les clés dans un système séparé, puisque c'est les clés qui vont donner accès aux données. Donc on change le paradigme de ce point de vue-là. Et après, on voit, donc c'est des sujets qu'on voit beaucoup. Donc dans le Zero Trust, dans la phase de Zero Trust qui a commencé, on va dire, il y a 5-6 ans, voire plus, il y a eu beaucoup de hype autour aussi du mot CASB, des choses comme ça.
Oui. Avec des solutions qui sont très bien pour ce qu'elles sont, qui est d'étendre quelque part le périmètre d'une entreprise à l'accès vers le cloud et vers une application en général qui est elle-même un software as a service en général dans le cloud. Mais comme on vient de le voir, et comme pour reprendre mon fil rouge sur le NIST, il est clair qu'il y a un terme qui s'appelle Cloud-Based Asset, donc les actifs, j'en parlais tout à l'heure aussi, les actifs qui sont dans le cloud. Donc la plupart des données aujourd'hui ne sont pas des problématiques d'échange uniquement de données entre le réseau corporate et le cloud, elles sont dans le cloud, elles sont créées dans le cloud, elles sont traitées dans le cloud. Quand vous avez un site internet à la Doctolib qui traite des données dans le cloud, il n'y a jamais d'interaction avec un réseau d'entreprises quelque part chez Doctolib. C'est uniquement que ça se passe dans le cloud. Oui, ils sont full SaaS. Absolument. Donc on a une dynamique qui doit effectivement s'inverser. Et pour reprendre les recommandations de l'ANSSI par exemple, effectivement de chiffrer ces données et d'aller travailler, et on voit ça de plus en plus, il y a une maturité claire qui se déploie depuis 18 mois, notamment alors menée dans certaines entreprises par les aspects de protection des données personnelles, avec la GDPR aussi, pour reprendre un terme que j'ai pris tout à l'heure. Il y a un arrêt de la Cour européenne de justice, vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Schrems II. Et j'étais à une conférence la semaine dernière en Allemagne. Maximilien Schrems était là également pour exposer son point de vue sur la question. Son point numéro 1, c'est effectivement de chiffrer. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté des données, la souveraineté numérique, la souveraineté opérationnelle. Donc on travaille énormément sur la question en allant chiffrer les données qui sont dans le cloud, ou dans les clouds au sens large, et en gérant l'accès à ces ressources dans le cloud par des politiques qui vont être attachées à la gestion des clés. Donc on a des éléments de cryptographie qui sont déployés de plus en plus par les entreprises pour chiffrer, voilà, en gros les données, les applications, faire de l'isolation dans le cloud, pouvoir démontrer le fait que le Cloud Shared Responsibility Model, donc le modèle partagé de responsabilité qui est celui qui gouverne le cloud selon même les grands CSP, les grands hyperscalers, soit effectivement implémenté. Donc on est vraiment dans une dynamique de zéro trust là, où on oublie souvent, mais le cloud est un des éléments, un des segments du réseau, et il est important également de contrôler ce qui se passe dans le cloud, et pas uniquement de contrôler l'accès au cloud. Voilà. Compliqué d'oublier quand même que le cloud en ce moment. On est vraiment en mode hybride. Et pour terminer avec vous, Anthony, moi j'aimerais qu'on revienne aussi sur la partie microsegmentation qui est importante et identité. Est-ce que vous avez des exemples inspirants, on pourrait dire, avec un niveau de maturité élevé en matière de zéro trust sur ces deux parties, identité et microsegmentation? Oui, tout à fait. Donc, pour rebondir sur un peu le volet Move to Cloud et cette notion un peu de je choisis finalement où je place ma confiance. Pour moi, l'un des exemples inspirants, alors encore une fois, dans un cas d'usage précis, hein, là on quitte le monde de l'utilisateur, ça va être plutôt le monde des composants applicatifs entre eux. Donc, c'est ce monde qu'on appelle le monde de microservices avec par exemple des centaines ou des milliers de conteneurs. L'idée, dans un niveau de maturité avancé de Zero Trust, c'est se reposer la question de quelle est l'identité qui est pour moi de confiance. Donc on voit émerger du côté des fondations, notamment des fondations cloud native, des éléments comme SPIFFE, qui est un acronyme qui veut dire Secure Production Identity Framework pour le cloud. Et donc là, l'idée, c'est de dire finalement, entre mes composants applicatifs, je vais quitter le monde d'une segmentation réseau plus ou moins complexe et sur des objets plus ou moins de confiance. Donc les objets de confiance plus ou moins sont les adresses MAC, les adresses IP, les objets cloud. Et on va aller sur des identités qu'on estime de confiance qui vont être construites autour de certificats, d'une autorité de certification. On va avoir ce mécanisme d'attestation. Finalement, donc on va avoir tout un volet d'infrastructure qui va se mettre en place et qui va mettre à disposition de ces microservices des identités fortes. Et on va quitter donc le monde de la confiance a priori, de la confiance implicite, pour éviter encore une fois cette latéralisation triviale et donc la compromission d'une grande partie du SI ou de plusieurs applications qui partagent de la confiance implicite. On va aller sur un modèle où, au sein même d'une application, entre le conteneur qui gère
le nombre d'items dans votre panier, le conteneur qui gère l'interaction avec la base de données pour connaître le prix, le conteneur qui gère les coupons, et donc qui interagissent ensemble pour avoir un rendu unique dans la page de l'utilisateur. Donc, ces composants-là vont maintenant finalement établir une mise en relation sur une base d'une politique qui va utiliser ces identités. Donc on démarre une couche d'identité forte et après on crée une politique d'autorisation sur ces identités fortes. Et donc finalement on change la façon de faire de l'autorisation qui était celle d'avant avec plutôt une vue réseau. On va la concentrer sur une vue identité. Et on va essayer de, encore une fois c'est vrai dans tous les piliers, mais là c'est vrai dans cet exemple-là, on va mettre les forces sur la politique. Donc on va essayer de la rendre as code et on va essayer surtout de la réviser fréquemment, puisque c'est une des grosses faiblesses qu'on peut voir sur le volet réseau, c'est je vais ouvrir entre tel composant et tel composant, et on va avoir des dérives dans le temps. Donc là on va avoir cette idée de non seulement j'ai des identités fortes, donc à l'autorisation, à l'ouverture, j'ai pris une décision sur cette base d'identité, mais en plus je vais réviser fréquemment ces autorisations et je vais me permettre éventuellement même sur des signaux de sécurité d'en révoquer. C'est-à-dire de révoquer un conteneur, finalement l'autorisation qu'a un conteneur de discuter avec un autre et d'envisager justement toutes ces logiques cloud de redéploiement, avec ce qu'on appelle l'A/B testing, le blue-green, etc. Donc toutes ces facilités technologiques pour dire là il se passe quelque chose qui me donne l'obligation de réagir et de révoquer cette autorisation entre composants de mon application. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, messieurs. Je vous demande de les applaudir parce que j'espère que c'était très complet. Merci beaucoup. En plus, on a respecté le temps. Je ne sais pas s'il y a une question, je ne sais pas s'il y a un micro, mais en tout cas, on peut se retrouver après si vous avez des questions pour les intervenants. Et en ce qui me concerne, si vous avez des problèmes de remédiation, rendez-vous en salle Artois à 15h30. Et bon salon. Merci.